Le vestiaire, c'est bien plus qu'un lieu. C'est un espace où tout commence. Là où, avant même de fouler le terrain, les grandes décisions se prennent. Les stratégies ne naissent pas sous les projecteurs. Elles s'affinent au calme, dans la réflexion collective. Bienvenue dans Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier, qui vous ouvre les portes des coulisses de l'immobilier. Ici, pas de discours formatés, mais des confidences, des stratégies et des expériences vécues, racontées par ceux qui font bouger les lignes du secteur. Animé par Julien Pibouré, directeur associé de l'agence de communication /Boom, chaque épisode est une immersion dans l'envers du décor. Prenez place, l'immobilier se pense avant de se construire. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Tabonne, fondateur du cabinet d'avocats Tabonne & Partners, spécialisé sur le droit de l'immobilier. Salut Olivier. Bonjour Julien. Alors Olivier, j'ai beaucoup de questions à te poser. J'ai affaire à pas mal aussi d'avocats dans le cadre aussi de mes différentes activités. Comment tu en es arrivé déjà à devenir avocat et à te spécialiser dans le droit de l'immobilier ? Alors en fait, je suis né à Pau. J'ai fait l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Je me suis rapidement spécialisé en droit privé et en droit des affaires. J'ai fait un master de droit des affaires. Et quand j'ai réussi l'examen d'avocat, j'ai passé 6 mois à l'école d'avocat à Bordeaux. J'ai voulu travailler en parallèle et j'ai trouvé un cabinet d'avocats assez connu sur le marché, Rivière Avocats, qui font principalement du droit immobilier. Et donc après, j'ai enchaîné, j'ai surfé entre guillemets sur la vague. Je suis parti 6 mois aux États-Unis dans un cabinet contentieux à la Nouvelle-Orléans. Et ensuite, j'ai été pris en stage chez Allen & Overy à Paris, département corporate IMO, parce qu'ils avaient justement identifié le fait que j'avais exercé ou œuvré en immobilier à Bordeaux dans un cabinet déjà reconnu sur la place. C'était un choix déjà prédéfini d'aller sur la verticale au niveau immobilier, ou ça s'est fait un peu par hasard ? Ça s'est fait un peu par hasard, en ce sens que initialement, j'ai fait un master très généraliste droit des affaires. Quand j'ai touché au droit immobilier à Bordeaux puis à Paris, ça m'a plu parce que c'est un univers qui me parlait, en ce sens que j'ai une activité à la fois classique, contentieuse d'avocat traditionnel et en même temps d'avocat d'affaires. Et j'adore surtout dans cette matière-là le fait que nos opérations, nos projets, ce pourquoi on œuvre, le droit en l'occurrence, prend une dimension particulière parce qu'on touche du réel, on touche du bâti, on touche des familles, on touche des projets. Et ça, c'était beaucoup moins immatériel qu'un avocat qui fait du M&A, comme on dit, fusion-acquisition, ou des matières qui sont beaucoup plus, in fine, théoriques. C'est quoi, par rapport à ce que tu as constaté, le plus difficile, notamment concernant ce que tu fais sur le droit de l'immobilier ? Alors, le droit immobilier, c'est une matière de plus en plus complexe. Le droit immobilier est varié. Il y a toute la partie droit public, droit privé. Même les branches du droit privé, on peut les subdiviser. Alors, ma matière de prédilection, c'est le droit de la construction et le droit des assurances, qui obéit à des régimes juridiques très spécifiques, tant d'un point de vue procédural que fondamental. Donc, la technicité du droit immobilier est un challenge, est un défi. On en apprend tous les jours, mais en même temps, c'est ça qui rend cette matière-là passionnante, parce que c'est pas du tout routinier. Le droit immobilier, il y a 15 ans, c'est pas le même droit immobilier qu'aujourd'hui, et ce sera pas le même droit immobilier que demain, avec l'évolution du droit de l'environnement, les enjeux nouveaux économiques qui se présentent à nous, la nouvelle façon de travailler aussi en immobilier avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la blockchain, tous ces nouveaux modèles de travail qui sont en train d'arriver déjà sur le marché et qui nous obligent nous aussi à nous adapter. Donc passionnant. Qu'est-ce qui te plaît le plus au quotidien dans le cadre de tes activités ? Moi, j'aime bien dans le cadre de mon activité d'avocat, c'est que je me déplace au palais et surtout, contrairement à d'autres confrères, c'est que moi, je vais sur des chantiers. Je vais voir une opération avant son commencement, dans le cadre de référé préventif. Je peux accompagner mon client dans le cadre de la construction de l'opération parce qu'il peut y avoir des retards qui se dessinent, des difficultés qu'on rencontre avec les entreprises, les constructeurs. Et donc, j'accompagne le chantier dès le début, même parfois en phase conseil, contrat, jusqu'à la phase de livraison, post-livraison pendant 10 ans. Donc j'ai vraiment une sorte de vision de l'opération immobilière sur moins 2 ans, plus 10 ans après la réception. Donc c'est hyper intéressant. Bon, tu sais Olivier, on a nommé ce podcast le vestiaire, donc il y a toute une analogie aussi autour de tout ça. Est-ce qu'il y a un moment que tu pourrais nous partager, un moment clé ou une phrase qui t'a marqué et qui a changé un peu, je dirais, peut-être pas ta destinée professionnelle, mais qui a eu un impact réel sur ton métier ?
Oui, il y en a 2 moments D'accord. dont je me souviens. Il y en a un premier, c'est quand je préparais l'examen d'avocat. J'étais en prépa privée l'été à Paris. On est des gros amphis de 1000 personnes qui bossent tout l'été pour passer l'examen en septembre. Et moi, j'étais normalement studieux. Je connaissais pas grand monde parce que je venais justement du sud-ouest des Pyrénées-Atlantiques. Donc, les élèves qui étaient là, la plupart d'entre eux étaient parisiens ou à proximité de Paris. Et j'ai un autre élève, un autre futur avocat, d'ailleurs un futur brillant confrère, qui viendra me voir comme ça, sorti de nulle part après une formation en droit des obligations, qui me regarde droit dans les yeux, qui s'arrête comme ça devant moi et qui me dit toi et moi on est pareil, on refuse la médiocrité. Alors je suis un peu interpellé parce que je le connaissais de vue, enfin je le connaissais pas particulièrement, je trouvais que son propos était très personnel. Je trouvais ça intéressant qu'il m'associe à cette idée, effectivement, qui me correspond. J'aime pas me limiter, j'aime pas faire les choses à moitié. Je suis vraiment perfectionniste et rigoureux. C'est une sorte de conscience professionnelle ou d'être consciencieux. Surtout là, dans mon exercice professionnel, c'est un art. Autant à la fac, finalement, réussir c'est t'aider, réussir ses cours, bon, la finalité est relative. Tu repars avec ton diplôme, rendre service à un client qui te confie un enjeu, un dossier, un intérêt, qui te fait confiance surtout, là je me sens particulièrement obligé. Donc ça c'était un moment, effectivement, je m'en suis rappelé là, quand tu m'as posé la question, qui m'a interpellé. Et peut-être un autre, très récemment, c'est mon père. Mon père qui m'a dit l'autre jour, tu sais Olivier, moi j'ai fait l'armée, et quand on est à bout, quand on est fatigué, quand on n'arrive plus à avancer, qu'on est en mission et qu'on croit que c'est fini, eh bien il te reste encore 50% de réserve. Alors avance et continue. Rien à ajouter. Okay. Non, je trouve ça hyper intéressant, effectivement, cette vision des choses. C'est comme pour les apnéistes, d'ailleurs. Ah, ok. Justement, pour progresser en apnée, Oui. la technique consiste, quand tu crois que tu vas t'étouffer, c'est faux. Tu as encore des réserves, tu as encore de l'air dans tes poumons, et c'est là que tu fais la différence pour aller plus loin dans ta performance. Ça me fait penser aussi à ce que disait l'explorateur Mike Horn. Il dit que c'est quand vraiment tu touches tes limites, que là tu te sens aussi vivant, et que ton corps aussi reprend le dessus. Ouais. Tu vois, il y a toujours cette capacité d'adaptation, donc tu en es la preuve à travers tout ce que tu as fait. J'aimerais, Olivier, qu'on parle un peu du marché de l'immobilier. On est sur un marché quand même qui est en tension. On parle aussi qu'on dit que ça fait maintenant un certain moment qu'il y a une crise immobilière là-dessus. Quel est ton regard, toi, en tant qu'avocat ? Tu dis que bien sûr que tu es au cœur des sujets, tu suis tes clients, tu vas sur le terrain. C'est pour ça que c'est une chance pour nous aussi de pouvoir te recevoir. Quel est ton retour d'expérience sur notamment un peu les transformations à venir que tu vois par rapport au secteur de l'immobilier ? Je vois plein d'évolutions. Alors effectivement, je suis en contact avec une variété de clients nationaux, internationaux. J'en parle avec eux. Certains me font part de leurs préoccupations. Ils travaillent aussi avec des banquiers. Ils font des plans d'anticipation à venir. Il y a des warnings dans tous les sens. La vision, alors déjà c'est difficile de faire une généralité sur l'immobilier parce que il y a plusieurs secteurs, il y a le résidentiel, il y a le bureau, il y a le tertiaire, donc c'est pas les mêmes marchés, et même si on prend du résidentiel parisien, ça répond encore à un univers qui lui est propre. Mais de façon générale, j'invite à la prudence. J'invite à la prudence. Aujourd'hui, les investisseurs, je travaille pour un fonds hongkongais, l'une des plus grosses foncières en droit immobilier hongkongais, ils placent leurs capitaux plus en France. Éventuellement, il leur reste encore des capitaux qu'ils placent légèrement en Allemagne, en Espagne, en Italie. Ils finissent les opérations, mais pour eux, la France et l'Europe, c'est vraiment une zone géographique qui n'est plus compétitive pour eux. Eux, ils placent leurs actifs, leurs capitaux, encore 25% aux États-Unis, une partie importante en Asie, ou des pays avec des leviers de croissance qui sont plus élevés, en tout cas qu'en France. Alors, attends, ça c'est très intéressant. J'aimerais que tu développes. Pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui on considère que la France ou l'Union européenne n'est plus attractive concernant l'immobilier ? Aujourd'hui, la difficulté de l'attractivité de la France en matière de droit immobilier, elle est simple. Il y a un sujet fiscalité. Tout l'univers des baux commerciaux, qui était effectivement du pain béni pour les investisseurs. On connaissait très bien les baux triple net, qui était un investissement qui était ultra fonctionnel, ultra sécure. Il y a eu des choix politiques dont je ne discuterai pas sur leur intention. D'ailleurs, rééquilibrer les relations entre les parties, c'est très bien. Mais on est arrivé peut-être à un nouveau régime, un nouveau modèle qui n'est pas rassurant. Et effectivement, on vit dans un monde globalisé.
La France est en concurrence avec d'autres pays. Et effectivement, je le constate, vous avez reçu l'autre fois Yvan Vagic de chez Wimo, qui lui essaie de trouver des leviers de croissance en Italie. Et bien, effectivement, acheter du bâti en Italie et le commercialiser, il y a une marge économique, en tout cas en Italie, et une fiscalité qui est plus favorable, qui fait qu'il y a des leviers plus forts dans des pays à proximité que ne l'est aujourd'hui la France. Donc effectivement, les investisseurs, ils sont là pour faire fructifier leur patrimoine, répondre aux besoins des actionnaires, faire des investissements intelligents. La France n'est plus le pays privilégié pour ça, et effectivement, la mouvance politique, l'instabilité politique qui est celle que l'on connaît actuellement, qui est quand même une crise rare qu'on subit aujourd'hui dans la Ve République. On touche les limites d'un modèle qu'on a mis en place justement sous De Gaulle en 58, la Constitution de 58. Aujourd'hui, on touche les limites d'un système qui va devoir se renouveler. Alors, je crois en la France, je crois dans les Français, je crois dans l'intelligence de nos chefs d'entreprise, je crois en l'homme surtout, dans sa capacité à se relever, on en a parlé avant, mais ce travail va devoir être fait. Et il faudra que la force soit justement répartie aussi. Tu évoques dans ce cas-là la fiscalité. Selon toi, donc, ça voudrait dire que l'attractivité typiquement de la France, l'élément prépondérant sur le marché immobilier, c'est la fiscalité. Est-ce qu'il y a autre chose aussi qui peut expliquer ce désamour un peu notamment des investisseurs comme tu l'as souligné? Le désamour, alors la fiscalité, c'est le levier numéro 1 en réalité. Parce que si on enlève la fiscalité, on place son argent, on retire des bénéfices. Les bénéfices sont là. Il y a de la demande. Il y a encore de la demande aujourd'hui pour des bureaux. Il y a encore de la demande. Il y en a plus que de besoins pour de l'habitation. Il y a de la demande pour des opérations aussi de droit public, entre guillemets, des opérations d'envergure, il y a ces besoins-là. Mais l'État lui-même qui est en carence est moins en demande de construire des bâtis pour le public, de lancer des grands chantiers, vu qu'il est déjà en train de chercher des financements pour honorer, entre guillemets, sa dette actuelle et trouver un équilibre difficile dans le monde qu'on connaît aujourd'hui. Bon, ce que tu dis, ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais qu'on creuse un petit peu. D'accord, parce que moi, je suis vraiment concret aussi par rapport à tout ça. Si toi, tu devais donc relancer, imaginons que tu as les pleins pouvoirs, d'accord, c'est toi qui pilotes, je dirais, le navire ou l'avion français. Qu'est-ce que tu ferais pour relancer? On a parlé de fiscalité. Qu'est-ce que ça serait concrètement les grandes mesures à proposer selon toi pour relancer durablement ce secteur? Alors pour moi, les grandes mesures qu'on pourrait mettre en œuvre pour essayer de dynamiser ce secteur, en tout cas, elles sont doubles. La première, c'est peut-être faciliter l'obtention de crédits pour les particuliers qui veulent faire une acquisition immobilière. Derrière l'immobilier, pour les particuliers, là je m'adresse aux particuliers, c'est un projet de vie, c'est la construction d'une famille et c'est une transmission de valeurs. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai identifié avec d'autres pays étrangers. Tu construis un empire pour toi, ou en tout cas, tu construis grâce à ton travail, à ton labeur. Tu achètes un appartement, 2 appartements que tu veux transmettre à tes enfants. La fiscalité des successions en France n'est pas favorable. Et derrière l'absence de transmission, les 50% ou les 30% que retiennent l'État, finalement, c'est 30% de valeur que voulait transmettre un père à ses enfants qui disparaissent dans la nature. Moi, je crois que derrière la valeur IMO, il y a des valeurs humaines. Et donc contribuer à l'acquisition immobilière, à construire un quartier, créer des relations humaines et sociales en étant propriétaire, moi c'est extrêmement important. D'être responsable de son bâti, de ce qu'on a acheté, rembourser un crédit, pour moi c'est une belle action en ce sens. Donc faciliter l'accessibilité au crédit pour les gens, parce qu'aujourd'hui il y a un déséquilibre, les conditions d'accès au crédit sont devenues extrêmement défavorables. Alors on a peut-être connu l'âge d'or du crédit, alors effectivement le changement d'ambiance est difficile à vivre, je pense qu'assister et accompagner les primo-épargnants, les primo-accédants en tout cas, je pense que c'est un levier qu'il ne faut pas négliger à court terme pour relancer, pour créer un souffle. En tout cas, c'est plus un catalyseur. Sur le fond, il y a la fiscalité. Alors, on sait qu'on a des leviers sur la fiscalité pour les travaux. Est-ce qu'elle est à 5,5 ? Est-ce qu'elle est à 10 ? Est-ce qu'elle est à 20 ? Je pense que là, il y a un levier immédiat dont on pourrait se servir pour rabaisser les taux de fiscalité, pour que l'opération immobilière pour le constructeur lui-même, pour les entreprises, pour les matières premières, soit effectivement plus compétitif, plus accessible pour pallier justement l'augmentation du coût des matières premières. Je pense aussi qu'il faut
qu'il faut essayer de peut-être fabriquer français. J'y pensais tout à l'heure. J'ai travaillé pour GA Smart Building, je ne sais pas si je peux les citer ou pas, qui eux se sont spécialisés sur le hors-sol. Le préfabriqué, comme on disait avant, qui était très mal vu. Le hors-sol est un modèle effectivement en croissance qui permet de maîtriser ses coûts, de fabriquer en France, gagner du temps et de gagner en pérennité au niveau de la structure et de répondre aux besoins des investisseurs, des actionnaires et de construire un bâtiment en respectant ses délais, ce qui est important. Donc je pense qu'il y a pas mal de leviers à mettre en œuvre. Alors j'imagine que ce n'est pas si facile que ça, je ne vais pas faire le procès des politiques, parce que j'imagine que si tout était facile, ce serait fait, mais je pense qu'il y a des choses à faire, heureusement. Ouais, surtout qu'on avait pas mal de politiques avocats qui nous ont gouvernés. Enfin bon, donc si on récapitule, on aurait, tu disais, favoriser l'accès au crédit, les successions, production aussi bien sûr française, mais bon, aujourd'hui l'industrie française, il y a quand même un vrai sujet. Il y a des petites boîtes, là j'en parlais à des gens qui développent des matériaux, des bétons un peu spécialisés dans le sud, du côté de Perpignan notamment. Il y a des chefs d'entreprise qui sont encore dans l'industrie pour le bâtiment, qui proposent des produits utiles. Oui. Finalement, il y a un équilibre qui se fait entre faire venir des produits qui viennent d'Espagne, d'Italie, du Portugal, de Chine et construire chez nous. Ça peut devenir intéressant. Ouais. Et comment ça se fait que notamment aussi les partis politiques par rapport à tout ça, qu'il n'y ait pas d'écoute là-dessus? Comment ça se fait qu'on ne se dise pas aujourd'hui l'immobilier, c'est un secteur qui est primordial pour le volet économique français? C'est quand même bizarre ça. Je comprends. Alors je comprends moi que les politiques préfèrent parler d'humain. Ce qui fait réagir, ce qui provoque un vote, c'est quand on se sent touché dans sa personne, dans ses émotions. L'immobilier est plus matériel de fait, ça suscite moins de réactions chez l'humain, et donc c'est pas un domaine de prédilection dont on aime parler, discuter dans le débat public. Si on parle de tous les sujets qu'on connaît, des violences, de la sécurité, ce qu'on veut, des étrangers, c'est des sujets où on se sent menacé dans sa chair. On parle d'immobilier, on n'est pas menacé dans sa chair, donc c'est pas un lieu de joute, c'est une problématique qui existe, qu'il traite, mais effectivement c'est pas sur le devant de la table, ce qui est regrettable parce que je maintiens que derrière l'immobilier, il y a une histoire de famille, il y a des enjeux humains, il y a des enjeux post-générationnels et il y a des enjeux économiques évidents. Donc il ne devrait pas le négliger. Si on se projette, aller dans le temps, essayons de faire ça, même si maintenant avec l'avènement des IA, on ne sait pas trop. Il y en a qui disent que plein de métiers vont être remplacés en 2030. On verra bien. Tu penses que ton métier en 2050, il va ressembler à quoi ? Alors, en 2050, nous sommes en 2025 au moment où on réalise ce podcast. Donc, dans 25 ans, j'en serai où ? Je serai en pré-retraite, non ? Alors, c'est pas vraiment toi, bien sûr. Tu auras peut-être déjà pas mal roulé ta bosse. Mais quel est ton avis sur le métier, à quoi il va ressembler ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que mon métier, ou j'espère, je vais être honnête avec toi, j'espère qu'il y aura encore de l'humain. Alors moi, ma matière, en tant qu'avocat, l'humain est essentiel. Aussi longtemps qu'il y aura des juges personnes physiques, il y aura des avocats personnes physiques. L'IA peut vous enregistrer, vous entendre, faire un très joli discours, trouver les bons arguments. Mais est-ce que c'est elle qui va partager à la fois votre sensibilité ? Est-ce que c'est le porte-parole le plus approprié pour défendre les intérêts d'un client ? Je ne suis pas sûr. Et l'IA fonctionne sur la base des informations qu'on lui communique. Alors que nous, avocats êtres humains, on va chercher l'information en amont. On ne la reçoit pas. On oriente le client pour construire un dossier, pour plaider un dossier. On va parfois sur des terrains qui sont complètement inhabituels. Quand on s'intéresse à un dossier, alors ça dépend de la nature du contentieux, mais si on faisait une checklist de 10 questions, que ferait l'IA aussi, elle ne ferait peut-être pas des questions plus personnelles. Et parfois, pour défendre son client, il faut savoir des choses qui sont complètement inhabituelles. Quelle est ta passion ? Pourquoi t'en es arrivé là ? Quel est ton parcours de vie ? Je pense qu'une IA ne va pas aller chercher le parcours de vie d'un individu sur une acquisition immobilière ou une opération d'envergure par un promoteur pour comprendre pourquoi elle n'a pas fonctionné à cette fois-ci. Bon, j'aimerais que tu nous aides un peu à percer les mystères du métier d'avocat. Souvent, il y a un peu une différence entre l'image qu'on renvoie et un peu la réalité de nos métiers. Qu'est-ce qu'on ne soupçonne pas sur le métier d'avocat par rapport à tout ce que tu fais toi, pour accompagner tes clients au quotidien ? Ce qu'on ne soupçonne pas quand on est avocat,
c'est qu'il y a sans doute déjà beaucoup d'administratifs. Mon métier, en fait, n'est pas que aller au palais, plaider, faire des performances oratoires, des joutes oratoires. En fait, il y a un travail en amont qui est énorme. Finalement, d'ailleurs, la plaidoirie représente quoi ? 1 heure, 2 heures d'audience sur un dossier qui en compte 20, 30, 40 heures, 60 heures. Donc, in fine, la plaidoirie n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a toute la partie immergée. Je pense que la représentation de l'iceberg est une représentation très juste. Il y a un travail de fond. Il y a un travail où on bosse dans les livres, on bosse dans les manuels, on bosse avec l'IA, on bosse avec toutes les ressources qu'on a numériques, mais il y a énormément de travail de recherche. Le droit est complexe, je l'ai rappelé tout à l'heure. Il y a un travail de fond qui est réalisé, parce que même si on est spécialisé ou en tout cas dédié à une matière comme le droit immobilier, c'est extrêmement varié. Et à chaque situation, on nous demande d'aller approfondir, de se réapproprier les décisions passées, de connaître les décisions rendues très récemment, les 5-10 dernières années. Et donc il y a un travail de fond intellectuel qui est majeur. Et après, quand on monte sa structure, c'est effectivement une deuxième vie. On nous rajoute une casquette parce qu'on devient aussi chef d'entreprise. Et donc là, on doit gérer de l'administratif, un ordinateur qui tombe en panne, une salariée à l'accueil qui n'est pas disponible, enfin, plein de travaux annexes, accessoires, mais qui se surajoutent et voilà, qui nous occupent et qui constituent des défis aussi. Bon, on arrive à la fin de cet échange. Je vais te poser quelques questions un peu plus aussi personnelles sur tout ça. Tout à l'heure, on a parlé, je t'ai demandé de me donner un peu les axes qu'on pourrait utiliser pour relancer la filière. Essayons de faire un autre exercice. Si tu pouvais notamment réécrire une seule loi française concernant le domaine immobilier, ça serait laquelle et pourquoi ? Alors je m'aperçois que j'ai 2 réponses à t'apporter. Oui. Il y a la première, la loi du 6 juillet 89, qui est un peu la pierre angulaire en matière de baux d'habitation. Vous l'avez compris, elle date de 1989, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été amendée, actualisée, mais aujourd'hui par rapport à la réalité et aux enjeux du marché locatif qui a été bouleversé par l'arrivée des locations courte durée Airbnb, je pense que cette loi mériterait d'être réécrite et simplifiée. Ça devient un enfer tant pour le propriétaire bailleur que pour le locataire. Aujourd'hui, moi, je vois des locataires qui attaquent à tout va sur la notion de logement décent. On a inséré des notions à caractère générique, ou en tout cas susceptibles d'interprétation et donc de contentieux. Alors très bien, vive le contentieux, mais le droit, c'est aussi pacifier les relations entre les individus. Je pense que là, on a ouvert des portes qui sont, pareil, on le disait tout à l'heure par rapport aux investisseurs, pas rassurantes. Donc la loi de 89 en matière de baux d'habitation, je pense qu'elle mériterait un petit nettoyage. La deuxième, c'est la loi Pinel, les baux commerciaux, j'en parlais aussi tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, il faut à la fois stabiliser les règles de plafonnement. Il y a beaucoup de règles, on essaie d'y déroger, chacun a ses astuces, qu'est-ce qui relève de l'ordre public, qu'est-ce qui ne relève pas de l'ordre public, quelles sont les clauses agressives ou pas qu'on peut mettre dans le bail. Je pense qu'il faudrait le normaliser. Sans altérer le pouvoir des parties, des co-contractants dans leur exercice et dans leur choix contractuel. Mais surtout, cette loi, c'est l'article 606 et 605 du Code civil. C'est un article qui concerne la nue propriété et l'usufruit, dont on se sert pour définir la répartition des charges entre les propriétaires bailleurs, les grosses réparations et les locataires. On applique des dispositions légales, on leur a donné un sens en matière de baux commerciaux ou baux d'habitation qui n'existaient pas à l'origine. Et je pense que cette ventilation, elle mérite d'être clairement clarifiée parce que c'est source de contentieux en permanence. Est-ce que si la fenêtre souffre d'un défaut d'étanchéité, est-ce que j'attaque le propriétaire bailleur ou est-ce que c'est de l'entretien courant ? Et là, on est parti pour 2 ans de procédure et des contentieux à tout va. Je pense que ça mériterait vraiment de la simplification. À méditer pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que tu as un sujet en particulier ou une ressource que tu voudrais partager, un petit peu comme une bouteille et la mer, pour les gens qui vont écouter cet épisode ? Je sais pas. Quelque chose qui te tient à cœur, dans le cadre de tes activités. Ça peut être à destination des jeunes générations, que tu voudrais partager. Un partage de valeurs. Oui. Je sais pas, là, avec toi, il y a le partage de valeurs, la valeur travail aussi, d'ailleurs. Oui, c'est un vaste sujet. C'est un vrai enjeu, là, la génération Z, la génération post-Covid. Ça, il y a un enjeu humain, si tu veux, on peut y réfléchir.
Il y a sur la relation au travail, la conscience du travail bien fait, la conscience de la réalisation de soi à travers le travail. Oui. Aujourd'hui, le travail est très très mal perçu par les générations nouvelles. Oui. Le problème, c'est qu'on vit ensemble, en société, on doit construire l'avenir dans un monde qui évolue. Et on ne peut pas être passif face à la notion de travail. Et je pense qu'on a diabolisé le travail. En fait, il y a trop de gens ou d'enfants aujourd'hui ou des jeunes travailleurs qui voient leurs parents qui ont travaillé beaucoup en entreprise, qui ont été déçus, qui n'ont pas connu le succès espéré. Et je pense que ça, c'est une très mauvaise image qui a été renvoyée aux jeunes générations, qui les affecte aujourd'hui, en ce sens qu'ils ne croient plus dans la valeur travail. Pourtant, la valeur... bien sûr, on aime tous le divertissement, on aime tous la vie, évidemment, mais on peut se réaliser aussi un peu dans le travail. C'est pas qu'un pensum, c'est pas qu'une contrainte, c'est pas de l'esclavagisme moderne. Moi, j'aime mon travail. Quand je travaille, les gens me disent, mais tu travailles jusqu'à 21h, 22h. Il y en a, ils sortent boire des coups jusqu'à 21h, 22h. Ils ont le droit, je l'ai fait moi aussi et j'incite tout le monde à le faire, mais être au travail, pour moi, ce n'est pas quelque chose de difficile, c'est un choix et je me plais aussi à le faire. Donc je pense que la valeur travail est un enjeu pour nous. Si on veut développer des structures, monter des sociétés, assurer sa croissance personnelle et collective, il faut cette notion de travail. On est en compétition avec des gens où le marché du travail est plus agressif. En tout cas, sauf à avoir une valeur ajoutée essentielle, on est sinon en danger. Mais est-ce que la valeur travail rapporte vraiment à sa juste valeur ? Justement, c'est ça aussi qu'on doit apprendre. C'est ça qu'on doit apprendre. Et c'est drôle parce qu'on voit des tonnes de stories sur Insta où on voit Steve Jobs, tous les grands de ce monde qui se sont effondrés 10 fois. Tu crois que la valeur travail, quand Steve Jobs il a commencé à bosser chez lui dans son garage, elle était où la valeur travail ? Il bossait 15 heures par jour, il bouffait un sandwich à McDo et il faisait quoi ? Sa valeur travail, c'était croire en lui, croire en ses idées. Bien sûr. La valeur travail, moi, si je devais attendre, moi, tu crois que mon travail est rentable ? Mon travail n'est pas rentable. Je travaille 10 fois plus que les autres. Pas forcément, j'ai pas un retour financier. Mais c'est quoi le retour qu'on attend ? C'est aussi la satisfaction, la réalisation de soi. Elle ne passe pas que par l'argent. Alors après, il y a toujours un équilibre à trouver. Et aussi, l'argent arrive. Mais l'argent arrivera. Mais je le fais pas pour ça. On te le dit souvent. Pareil, en mentoring. Pas travailler pour l'argent, il faut travailler pour réaliser sa passion, l'argent arrivera ensuite. Je pense que c'est la seule clé qui fonctionne. Non, je suis assez d'accord. Je faisais un peu l'avocat du diable, parce que moi aussi j'interviens pas mal auprès d'étudiants sur ces sujets. Ça voudrait dire donc que les futurs avocats, ils vont moins travailler que ta génération ? Là, on est un peu effrayé. Je vais être honnête, on est un peu effrayé. Alors, en fait, j'ai l'impression d'être vieux, en fait, quand je fais ce podcast, parce que j'entendais déjà ça de mes prédécesseurs qui se plaignaient de ma génération. Ma génération, quand on écoutait la génération d'avant, on ne voulait plus rien faire. Là, on m'écoute, je dis que les autres ne veulent plus rien faire. Je ne sais pas si c'est un manque de lucidité, si c'est parce que ma fonction a évolué, je l'ignore, mais il est certain, moi, là, en toute honnêteté, Julien, que quand tu es jeune avocat ou les 2-3 premières années, c'est difficile. Ce n'est pas en travaillant de 9h, 9h30 du matin jusqu'à 19h, 20h que tu vas pouvoir développer suffisamment tes compétences. Entre le temps que tu dépenses à aller en audience, t'approprier un dossier, faire des recherches juridiques, travailler ta plume, répondre au téléphone, une journée de travail de 7-8 heures est insuffisante pour développer les compétences attendues et être compétitif. Donc si effectivement les jeunes générations ne veulent pas se donner du temps à eux, c'est ce que je leur dis, c'est pas à l'associé que vous donnez du temps, c'est à vous pour développer des compétences et voler de vos propres ailes et faire la différence sur un marché où on est 35 000 avocats à Paris, 70 000 en France. Tu le disais, c'est vraiment... il y a une notion, je pense, de court terme, de ne pas accepter aussi, je pense, de construire des choses sur la durée. Tu parlais des vidéos, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il faut que ça soit facile, il faut que ça soit rapide. Ça prend du temps et tout ne fonctionnera pas. Donc je pense que ce que tu dis, c'est nécessaire, c'est primordial. Mais il y a quand même aussi, je pense, une question de notamment le rapport entre la valeur travail et aussi le capital, sur tous ces sujets, mais je pense que c'était important que tu soulignes aussi ça. Est-ce que tu voudrais ajouter un dernier mot pour conclure ? Ouais, un mot d'optimisme. Moi, j'ai pensé tout à l'heure, je crois dans les ressources de la France. Je pense qu'il ne faut pas non plus dresser un tableau dramatique. Je crois en nos politiques, quels qu'ils soient. Je ne parle pas du gouvernement actuel, du gouvernement de demain, ni des gouvernements passés. De toute façon, les politiques seront obligés d'entendre
de voir déjà une réalité économique, d'entendre les besoins des citoyens français qu'ils disent avoir compris. Donc je pense que les politiques ou les Français eux-mêmes vont œuvrer pour assurer la pérennité et la croissance de la France. Je pense qu'au niveau de l'immobilier, j'y pensais, j'avais un peu un flash tout à l'heure. Je me suis demandé si est-ce qu'un levier de développement pour les constructeurs, les promoteurs, ça ne serait pas faire la révolution qu'a fait Carlos Ghosn avec Dacia. Faire du bâti simple, non pas simpliste, mais qualitatif en ce sens qu'il offre les garanties attendues. Qu'on arrête, on rêve tous de notre villa, je ne sais pas, alors certains au Cap Ferré, d'autres dans le sud-est de la France, d'autres dans le Perche, d'autres à Paris. Okay, on veut tous du luxe. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, demain, on ait tous la faculté d'avoir accès à ce luxe, mais est-ce que le luxe, ce n'est pas déjà d'avoir un bâtiment sain, solide, stable, périn, dans lequel tu peux t'inscrire, qui a de la valeur. Il n'y a rien de pire que les constructions un peu précaires ou tellement techniques que la technicité se retourne. C'est comme les voitures. On a reproché le trop de technologie dans les voitures qui lâchent. Et on va vers des Dacia qui sont simples, qui fonctionnels, qui roulent. Exactement. On n'a pas toujours les vitres électriques, mais ce n'est pas grave. Ça marche, on en a pour notre argent. Le fabricant en a pour son argent et il a gagné des parts de marché. Moi, à mon avis, il y a une part de marché à gagner sur ce secteur-là. Faire de l'IMO, genre sur 10 ans, propre, simple, efficace. Avec toutes les normes qu'il y a, je ne sais pas si on arrivera à faire ça. Et effectivement, sujet intéressant. Donc on en revient sur les contraintes et le droit. Exactement. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour avoir des informations sur ce que tu fais ? Je sais que tu es sur TikTok aussi. Exactement. Suivi par beaucoup de personnes. C'est quoi le meilleur canal pour te contacter ? Le meilleur canal, ça reste le téléphone ou en tout cas Internet, mon site web www.tabonne-detassini.com. Mes bureaux à Paris, naturellement, au haut de l'Étoile, des Champs-Élysées. Donc je suis quand même très souvent au bureau quand je ne suis pas au Palais. Le Palais étant dans le 17e, je ne suis jamais très loin. Donc en tout cas, site web, Facebook, Instagram et TikTok, effectivement, j'ai atteint aujourd'hui les 20 000 followers. Je viens de faire une vidéo qui a fait 500 000 vues. Donc voilà, n'hésitez pas. Bah c'est bien, je crois que tu es un des premiers avocats suivis sur TikTok, il me semble. Ouais, je fais partie du top 10. Ouais. C'est pas mal, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Olivier là-dessus. Merci beaucoup Olivier pour cet échange. J'espère qu'on aura l'occasion aussi bien sûr de se côtoyer, de se revoir avec le vestiaire. Et je te dis à bientôt pour un nouvel échange plein de lumière notamment et de perspectives sur ton métier. Merci beaucoup. Au revoir Olivier. Au revoir Julien. Vous avez écouté Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur LinkedIn et Instagram. Pour en savoir plus sur notre club privé d'affaires, rendez-vous directement sur notre site internet